Bonjour à tous et bienvenue dans ce épisode EDB World. Aujourd'hui, on va parler des rendements dans les parcs d'attractions. Allez, c'est parti. Avant de commencer, je vous invite à vous abonner à cette chaîne YouTube ainsi qu'à me suivre sur mon compte Instagram afin de ne plus rien louper. Vous le savez si vous suivez cette chaîne régulièrement, je parle très fréquemment du rendement dans les parcs, ou plus précisément dans les coasters, parce que c'est là que voilà, ce qui m'intéresse un peu plus. Mais en gros, j'en parle très souvent et je fais cette vidéo justement pour vous expliquer pourquoi. Avant toute chose, je me dois de vous expliquer ce qu'est le rendement. Alors ça peut paraître un peu simple pour certaines personnes, mais en fait c'est une donnée, c'est une statistique qu'on attribue à des attractions principalement, et qui va en fait nous donner la capacité, c'est un autre terme utilisé pour décrire le rendement, la capacité horaire d'une attraction, c'est-à-dire la capacité qu'a une attraction à accueillir du public et quelle quantité de public. Donc on va prendre un exemple tout simple, une montagne russe, on va prendre quelque chose pour les enfants qui a un seul train et qui fait un petit tour, qui fait 3 tours, imaginons, on va avoir un rendement, je sais pas, de 500 personnes par heure. Ça veut dire qu'en 1 heure, au maximum, théorique, on aura 500 personnes dessus. Et ça monte comme ça jusqu'à 1500, 2000, 2500, enfin il y a vraiment des attractions qui ont des rendements de fou, pas que les montagnes russes, il y a d'autres types d'attractions, des dark rides, donc des attractions avec des animations, etc. Maintenant, pour nuancer le propos de maximum en termes de rendement, c'est parce que c'est ce que va donner le constructeur. On va prendre un exemple tout simple, le constructeur il dit voilà, j'ai des trains de 10 personnes, j'en envoie un par minute, et du coup, avec les calculs, on comprend que y a 60 minutes dans 1 heure, donc ça fait 60 x 10, 600 personnes par heure. Voilà, aussi simple que ça. Là, c'est un tout petit calcul juste pour vous imaginer un petit peu. Et donc, on va calculer la capacité des trains, etc. Et à ce moment-là, on a le rendement théorique maximum. Et c'est quelque chose qu'on atteint rarement, dans la mesure où en fait, on va perdre du temps sur le quai. Ne serait-ce qu'une personne qui, je sais pas, aurait besoin d'aide pour arriver dans le train, quel que soit son problème, forcément on va perdre un tout petit peu de temps et c'est tout à fait normal. Quelqu'un qui est en panique et finalement au dernier moment veut sortir du train, on va rouvrir les harnais, donc on va faire sortir. Des fois il y a tout simplement des... Voilà, ça prend du temps de fermer les harnais, de mettre les ceintures, donc forcément au lieu de prendre 30 secondes, on va en prendre 35 sur le quai, ce qui à la fin de l'heure fait perdre en capacité. Et tout ça mis bout à bout, ça fait qu'on atteint rarement les capacités maximum. Alors pourquoi le rendement c'est important, et en tout cas pourquoi ça l'est à ce point à mes yeux? C'est parce que quand on va dans un parc d'attractions, la plupart du temps, on est dans des files d'attente, sauf quand on va un jour où le parc est complètement vide. Mais en général, on passe beaucoup de temps dans les files d'attente, on entend souvent la phrase de « Oh là là, il y a du monde partout dans le parc, donc de toute façon, on va faire 2 heures d'attente là, c'est partout pareil. » Ou encore « Ah, on fait 2 heures d'attente pour finalement 1 minute de manège. » Une phrase que je déteste. Mais voilà, ce sont des phrases qui vont être régulièrement répétées, qui sont pas forcément toujours vraies, mais en tout cas voilà, c'est quelque chose qui vient à l'esprit. Et quand on dit aux gens on va dans des parcs d'attractions, on va à Disney, en général Disneyland Paris, il y a trop de monde, il y a trop d'attentes, etc. S'ils vont à un jour où c'est beaucoup fréquenté. Donc en fait le rendement c'est le nerf de la guerre, c'est ça qui va faire en sorte de passer une bonne journée. Mais alors en quoi le rendement va réellement avoir un impact sur votre journée? Étant donné qu'on passe beaucoup de temps dans les files d'attente, plus il y a un bon rendement, moins on passera de temps. Ça peut paraître con, on se dit qu'il y a du monde donc il y a de l'attente, mais c'est faux. Il peut y avoir du monde dans certains parcs, mais finalement une attente raisonnable du fait qu'il y a un rendement énorme sur certaines attractions. Et donc quand on va aller les faire, oui il y aura peut-être 4000 personnes dans la file d'attente, mais si l'attraction en question elle a 3000 personnes par heure en termes de rendement, on attendra qu'1 heure, 1h20, quelque chose comme ça. Ce qui est finalement pas si énorme que ça. Alors que si on va dans une file d'attente où il y a 3000 personnes devant nous, mais que l'attraction a donc 1000 personnes par heure de capacité, là on se retrouve à faire 3 heures d'attente. Et c'est là qu'il y a une grosse différence, parce que certaines attractions ont des capacités énormes, de près de 2000 personnes par heure, mais les parcs qui les exploitent les font tourner qu'à 1000 personnes par heure, parce que c'est sûrement plus marrant comme ça, et du coup, c'est pour économiser de l'argent surtout, et du coup, à la fin, le visiteur est impacté, mais eux ils s'en foutent, le visiteur a déjà payé son entrée. Donc, avoir un bon rendement dans son parc, c'est important, en tout cas pour que le visiteur passe un bon moment. Et forcément, on a des parcs qui, il y en a qui n'en ont rien à faire, il y en a qui prêtent un peu attention, il y en a qui font vraiment très attention et qui ont des super rendements, et puis il y en a qui ont des très bons rendements, mais qui, par le biais de Fast Pass ou autres tickets pour passer devant les gens,
ça fait perdre en capacité, forcément, parce qu'il y a des gens qui ne font pas la file d'attente et donc ça divise le nombre de places dans les trains, etc. Et d'ailleurs, pour ma part, je trouve ça très frustrant quand je vais dans un parc d'attractions et qu'il est un peu rempli et que je vois qu'on ne fait pas l'effort nécessaire pour justement augmenter la capacité des attractions, parce qu'elles peuvent être augmentées au fil de la journée, diminuer selon les besoins. Et ça, moi, ça me rend fou parce que quand il n'y a pas de raison valable, je trouve ça juste détestable parce qu'en fait, c'est juste, bon bah, on n'a pas envie de se prendre la tête ou de dépenser un tout petit peu plus d'argent pour sortir un train supplémentaire. Et à ce moment-là, eh ben, on pénalise le visiteur juste parce que bon, on a décidé que c'était pas, voilà, qu'on n'ait pas envie de le faire, alors que le visiteur a payé sa place. Donc en fait, il est comme menotté dans le sens où bah, il a déjà payé sa place, il est dans le parc, il peut plus gueuler, il peut aller voir, leur dire ah, bah, j'ai attendu 2 heures, c'est pas normal, alors que je voyais très bien qu'il y avait qu'un seul train sur le parcours. Le parc dit oui, mais nous on s'en fout en fait. Ça nous est égal. Et donc on va voir par la suite là dans cette vidéo des exemples qui sont pour la plupart assez bons et je vais vous expliquer surtout comment on gagne et on perd en rendement. Justement, on va prendre l'exemple d'un coaster, d'une montagne russe simple avec un parcours, je sais pas moins d'1 kilomètre, qui a des inversions, etc. On met un seul train dessus. Bon, bah, on sort un train, ça vaut un petit peu cher parce que le train, faut le matin le vérifier, le fait de l'utiliser pendant toute une journée, ça use les pièces, notamment les roues, les freins, etc. si c'est des freins mécaniques. Et donc forcément ça fait de l'entretien en plus, donc c'est pas gratuit de sortir un train. Et d'ailleurs avoir plusieurs trains sur le parcours, ça veut dire qu'à la base on a acheté plusieurs trains au constructeur, et pareil un train ça vaut plusieurs dizaines de milliers d'euros, et donc ça coûte vraiment une blinde, et c'est important voilà, d'essayer de limiter cette dépense, et donc d'être intelligent, de trouver un bon juste milieu entre rendement correct et dépense qui elle aussi est correcte. On va prendre un exemple, un coaster au hasard qui fait 1000 mètres de long, donc 1 km, avec un train. Super, et ben on va dire, imaginons, on a une capacité basse, 250, 300 personnes par heure. On va ajouter un train, et ben on va augmenter ce rendement, on va augmenter la capacité de l'attraction, parce qu'on a un deuxième train. Pourquoi? Parce que quand il y en aura un qui fera le parcours, l'autre pourra donc se vider de ses passagers et se remplir, donc ça on augmente la capacité. On va pouvoir mettre d'autres trains, ça se trouve on pourra mettre 3, 4 trains, 5 trains sur le parcours, si évidemment on respecte une règle, c'est-à-dire qu'on empêche les trains d'être sur la même zone pour éviter qu'ils se rentrent dedans tout simplement. J'ai fait une vidéo sur le sujet, je vous m'en fiche si ça vous intéresse. Mais quoi qu'il en soit, voilà, on va augmenter le nombre de trains, on peut, mais sur certains circuits c'est compliqué parce que ça veut dire qu'on augmente le nombre de sections avec des freins, etc. Donc pour augmenter davantage le rendement, on va faire des quais de débarquement et des quais d'embarquement. Ça veut dire que pendant qu'il y a un train qui décharge, l'autre charge, et pendant ce temps il y en a d'autres qui font le parcours. Ça aussi, ça fait énormément gagner en rendement parce que si on fait monter et descendre les gens en même temps, en fait, on perd du temps parce que le temps que les premiers descendent et que les seconds arrivent, et ben en fait, il faut attendre. On attend devant le train que les premiers descendent. Si on divise le quai et qu'on met donc un endroit pour descendre, un endroit pour monter, on va à ce moment-là gagner en rendement. Pareil, si on met 2 quais côte à côte, et ben en fait, il y en a un qui peut se charger, décharger pendant que l'autre part et inversement. Donc c'est vachement bien et on a ça sur plein de montagnes russes, notamment à Disneyland Paris, on a Space Mountain, on a 2 quais côte à côte, sur Rock'n'Roller Coaster, Feu Rock'n'Roller Coaster, on avait un quai de déchargement, un quai de chargement. Les deux sont quasiment équivalents et c'est deux super techniques pour gagner en rendement. Ça c'est une très bonne chose, une chose à comprendre. Et puis après on peut ajouter encore une fois des trains, etc. Et quand on ajoute des trains, il faut éviter que ces derniers s'arrêtent trop longtemps en zone de frein. C'est-à-dire qu'il y a une zone de frein juste derrière le quai, il faut éviter que les trains restent arrêtés là plus de 10-15 secondes parce que sinon, en fait, s'il y en a 2, 3, 4 qui s'arrêtent, et ben ces trains n'ont plus aucun intérêt, ils tournent pour rien parce qu'ils sont à l'arrêt derrière, c'est-à-dire qu'ils ne servent pas de déchargement ou de chargement, et en plus l'attraction est finie. Donc à ce moment-là, s'il y a des trains qui s'arrêtent derrière une station, c'est que le train, trop longtemps, ça veut dire qu'en fait il y a un train de trop, tout simplement. Ou alors que les opérateurs sont pas bons, c'est-à-dire que les gens qui montent et qui descendent dans l'attraction, c'est trop lent et du coup ils n'arrivent pas à envoyer les trains à temps et du coup il y a une file qui se crée derrière. Et ça forcément c'est comme dans un embouteillage, quand on est arrêté, et on perd du temps. Voilà, c'était peut-être un petit peu long pour expliquer, mais il fallait que je fasse ce topo, c'est vraiment important. D'ailleurs, on peut ajouter à ça donc des systèmes de sacs, c'est-à-dire qu'on va poser les sacs dans un casier et on va revenir dans le train, ce qui fait gagner un peu de temps pour éviter que les gens mettent le sac à leurs pieds, etc. Pareil, certains parcs qui vont mettre des casiers avant l'attraction, avant le quai. On a ça sur Fly, on a ça sur Baron 1898 à Efteling, donc Fly à Fantasyland, où on a en fait des casiers et on met les affaires avant, ce qui fait que quand on rentre dans le train, on n'a pas du tout à s'occuper des affaires, donc c'est vachement important. D'ailleurs, Fly à Fantasyland, ils ont tout, ils ont un quai de déchargement, un quai de chargement, ils ont 2 zones, donc ils peuvent faire circuler quasiment 2 trains en même temps. On a donc des casiers avant l'attraction. Plus on cumule les petites choses qui vont faire qu'on gagne du temps, plus au final on en gagne et on a un rendement excellent. Mais il y a un paramètre important à prendre en compte, c'est le paramètre
humain. Évidemment, vous en tant que visiteur, des fois vous pouvez faire perdre du temps pour X raisons, vous avez fait tomber quelque chose sur le quai, etc. Bref, il y a plein de raisons qui peuvent faire perdre du temps, c'est pas grave, mais ça arrive, donc déjà c'est un premier, pas problème, mais une première chose qui va faire perdre du temps. Et aussi on a les employés. Si au moment où le train arrive, les employés sont au taquet, ils ouvrent les harnais, ils arrivent, ils aiguillent les gens, après quand les gens se mettent dans le train, ils ferment les harnais rapidement, etc. Et ils checkent tout très rapidement, bon bah super, on gagne du temps. Si à l'inverse, comme on a eu le cas à Mirabilandia, les employés sont sur le quai pendant 20 secondes, nous on est déjà assis sur le train, ils sont là, ils se regardent les ongles, ils sont en train de parler, machin, forcément on ne gagne pas de temps. Et d'ailleurs à Mirabilandia, il y avait des rendements vraiment pas bons, à part sur Decimal Race. Et en fait, parce que tout simplement, nous on était sur le quai comme des cons, nos harnais on les avait fermés, ils n'avaient pas checké ni rien, ils attendaient. Et derrière on entendait le train qui arrivait, et en fait le train se met en voie de garage, et en fait ça sert à rien, donc il pourrait faire presque tourner qu'un train qui aurait le même rendement, mais là on aurait encore plus gueulé parce qu'il n'y aurait eu qu'un train. Mais bref, quoi qu'il en soit, c'est une mauvaise gestion de la part du parc quand les employés ne se donnent pas. Alors après, il ne faut pas non plus les épuiser les pauvres, et c'est pour ça qu'on invente des techniques comme les casiers qui soient avant l'attraction, enfin avant le quai ou sur le quai, ce qui permet quand même de gagner encore en rendement et pas trop en demander aux employés. Voilà, après cet aparté sur comment on gagne en rendement, ou alors à l'inverse comment on en perd, on va donc prendre 3 exemples: Europa Park, Astérix et Fantasyland. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris donc les attractions de ces 3 parcs, les montagnes russes. J'ai donc trouvé leur rendement théorique, c'est-à-dire c'est le rendement quand même dans le meilleur des cas, donc on oublie les pannes, etc. Et puis je les ai additionnés et divisés par le nombre de coasters qu'il y avait dans le parc. Ça nous donne une moyenne de rendement, une moyenne de capacité horaire par parc, et donc sur les montagnes russes. Ce qui fait qu'on a donc au parc Astérix 1200 personnes par heure, ce qui est assez élevé, je trouve, je ne m'attendais pas à un tel résultat. Et d'ailleurs, avec ou sans Toutatis, ce sera de l'ordre de 15 personnes par heure en plus par rapport au chiffre que je vous donne. À Europa Park, on a 1225 personnes par heure, ce qui est pas énorme, je m'attendais à plus, en tout cas, surtout quand on connaît Europa Park. Après, il faut quand même noter qu'il y a Baja Express, donc un petit kiddie coaster, où il y a 400 personnes par heure, donc ça fait quand même pas mal chuter le rendement. Mais à côté de ça, il faut savoir que le parc Europa Park a énormément d'attractions. Donc même s'ils ont un rendement moyen un peu plus faible, en totalité, ils ont beaucoup plus. Par exemple, si on additionne juste toutes les montagnes russes de chaque parc, on a au parc Astérix, sans Toutatis, 8350 personnes par heure, alors que à Europa Park, on a presque 16 000 personnes par heure, donc presque le double. Là, on comprend que finalement la capacité horaire d'Europa Park est excellente parce qu'elle est presque constante sur toutes ces attractions, et surtout que le parc est très grand. Après, il ne faut pas prendre que les coasters, il y a des attractions autres qui ont des très bons rendements et donc qui permettent aussi de diminuer les files d'attente. Mais là, je me focalise évidemment sur les coasters, et de toute manière, c'est les attractions phares des parcs. Maintenant pour Fantasyland, qui, je m'étais toujours dit qu'ils avaient un bon rendement sur leur montagne russe. En effet, ils ont un très bon rendement parce qu'ils ont 1466 personnes par heure en moyenne. C'est énorme. Et si on additionne juste tous les rendements, ça fait 10 000 personnes par heure. Après, il ne faut pas oublier que c'est un parc plus petit qu'Europa Park, quasiment la même fréquentation que Astérix. Mais c'est quand même fou en fait, parce que quand on fait la moyenne, Fantasyland explose les scores, et ça c'est assez fou. Et donc ça évoque pas mal de choses. Pourquoi je peux traiter ça comme ça? Alors après, c'est quand même à prendre avec des pincettes. Je vous l'ai dit, c'est moi qui ai fait les calculs déjà. Et voilà, j'ai pris les rendements théoriques, maximum, etc. Mais on voit que du coup, Fantasyland, ils mettent un point d'honneur à avoir des bons rendements. Et puis on a Europa Park qui lui brille, parce que il y a quand même de très bons rendements à peu près sur ses coasters. Et surtout, tous ont été pensés de la meilleure des manières, ce qui fait qu'en plus d'avoir des bons rendements théoriques, ils sont des rendements proches de la réalité, comme à Fantasyland. Ce qui, vous allez le voir, n'est pas tout à fait le cas au parc Astérix. Alors, je dis pas ça pour critiquer le parc Astérix, évidemment, vous savez que j'adore ce parc pour ce qu'il est. Après, il y a beaucoup de choses à critiquer, comme dans beaucoup de parcs, mais voilà, c'est pas juste pour le plaisir d'un Astérix, je pointe du doigt, non, à la base, leurs attractions ont des bons rendements. Osiris a un rendement de 1600 personnes par heure théorique, ce qui est énorme, mais ce qui est atteignable seulement avec un meilleur système de sac et surtout une gare de déchargement, une gare de chargement. Ce qui coûte trop cher au parc Astérix, donc ils l'ont jamais fait. Et ça, c'est problématique. Alors après, est-ce que ce serait possible de le faire derrière la gare, etc. Je sais pas. Mais en tout cas, il aurait été judicieux de le faire au moment de l'ouverture de l'attraction pour profiter de ces 1600 personnes par heure, parce que, au cas où, là, mon calcul, tout ce que je vous ai dit, c'est 1600 personnes par heure pour Osiris, par exemple, sachant qu'à Halloween, il n'avait que 1000 personnes par heure sur Osiris. Donc 600 de moins que le maximum théorique. Et en fait, ça s'explique pour plusieurs raisons. Déjà, au parc Astérix, la force, c'est pas forcément les rendements des attractions, même s'ils sont corrects, c'est pas forcément ça leur force, c'est surtout les employés. À un moment donné, les employés étaient extrêmement chauds. Ils faisaient vraiment tourner les attractions pleine balle, et quand on arrivait dans Osiris, ils arrivaient et claquaient tous
toutes les ceintures sur les harnais, etc. Ça allait à une vitesse folle. Les mecs, ils se donnaient, les mecs, les meufs d'ailleurs, ils se donnaient et c'était fou. Vraiment, c'était hyper ouf à voir parce qu'ils faisaient ça super bien. Malheureusement, dû en partie à la crise du Covid et aussi parce que c'est un métier qui paye pas énormément, hein. T'es opérateur dans un parc, c'est pas ce qui rapporte le plus, on va pas se mentir. Et ben du coup, forcément, au parc Astérix, les équipes ont changé et donc on s'est retrouvé cette année, enfin, à peu près depuis le Covid, à avoir beaucoup d'intérimaires qui n'ont pas d'expérience. Alors avant, c'était pas grave, il y avait un turnover constant, mais il y avait toujours des équipes qui restaient, ça permettait de former, d'avoir des leaders, etc. Non pas qui dirigeaient, mais qui motivaient les troupes, qui savaient comment avoir un bon rendement. Aujourd'hui, c'est moins le cas. Ça existe toujours un petit peu, mais c'est moins le cas. Peut-être que les équipes, il faut qu'elles se reforment, qu'il y ait de nouvelles personnes qui restent plus longtemps au parc Astérix. Mais à Halloween ou à Noël, c'était vraiment beaucoup d'intérimaires qui faisaient correctement leur travail, mais qui n'avaient pas d'expérience et peut-être pas aussi la même flamme et qui n'avaient pas forcément envie d'aller plus vite pour faire gagner en rendement. Parce que je sais qu'il y a des équipes qui challengeaient, hein, qui essayaient d'avoir le maximum. Au parc Astérix, cette année, c'était moins le cas. Et donc ça, c'est un gros problème parce que c'était vraiment la force du parc Astérix avant. Parce que les dirigeants, alors c'est pas les gens qui designent les montagnes russes, c'est pas les gens qui travaillent sur le parc qui décident ça, mais ça se décide vraiment très très haut quand on fait le budget d'une montagne russe. On va privilégier certaines choses et négliger certaines choses. Et malheureusement, au parc Astérix, on aime bien négliger le rendement, je sais pas pourquoi. Alors, je vous l'ai dit, hein, il y aurait pu avoir 2 gares sur Osiris qui auraient fait gagner largement en rendement, mais surtout on a un autre problème. C'est quoi? C'est qu'en fait, sur le quai, on a donc un casier, voilà, ça fait 1,50 m de large à peu près, on peut mettre donc toutes nos affaires. Et à ce moment-là, on a donc, quand un train arrive en gare, 32 personnes qui vont descendre du train pour aller chercher leur sac. Alors les 32 vont pas sur le casier, mais potentiellement il y a 32 personnes qui vont dans cette direction parce qu'en plus ils passent devant les sacs quasiment obligatoirement, et donc il y en a une bonne partie qui vont chercher leur sac. Très bien, donc déjà il y a une petite cohue qui se crée sur le quai qui n'est pas forcément super large, donc très mauvaise idée de base. Mais surtout à prendre la suite, l'autre exemple qui est là bien plus gênant, c'est que il y a 32 autres personnes qui rentrent sur le quai pour monter dans le train et qui vont elles déposer leurs affaires dans ce même casier. Ce qui fait potentiellement donc 64 personnes sur le quai qui vont au même endroit, en tout cas qui passent à peu près au même endroit. Ça c'est très mauvais, donc il aurait fallu mieux le penser. On a Black Mamba à Fantasyland où là en fait on a à peu près le même système, sauf que au lieu d'avoir donc un seul casier d'1,50 m de large, ils en ont 3 de je sais pas moi 80 cm de large, mais 3. Ce qui fait que ça divise déjà le nombre de personnes et ça fait déjà gagner du temps. C'est pas optimal, mais ça fait gagner du temps. Au parc Astérix, c'est vraiment la galère et c'est vraiment un entonnoir, donc c'est complètement con. Et puis bon, c'est pas la seule chose, mais c'est ce qui me marque le plus. Sur Pegasus Express, on avait donc des casiers à la base avec des sacs, etc. C'était génial, ça aurait dû fonctionner. Malheureusement, d'après ce que je sais, c'est le parc qui s'est chargé de le faire et il y a un petit souci dedans et du coup, ils ne l'ont jamais fait fonctionner alors qu'il suffirait, je pense, de pas grand chose pour le faire fonctionner. Ce qui est dommage parce qu'il est là, donc c'est quand même con de ne pas l'utiliser. Mais voilà, c'est des choses qui donc font perdre du temps. Alors après, au parc Astérix, donc en général, on a un seul quai, on n'a pas de chargement, déchargement, etc. Et je crois d'ailleurs que ça va être la même chose sur Toutatis, c'est une nouvelle attraction, ce qui est dommage, parce que même si oui, les rendements sont assez corrects, hein, bon, Tonnerre de Zeus, c'est un truc genre 800 personnes par heure, c'est pas fou, mais genre, je sais pas, moi, Toutatis aura 1200, bon, on les atteindra sûrement pas, mais le problème, c'est que quand on prend l'exemple de Condat, pareil, ils ont fait un quai tout petit avec un endroit pour mettre les casiers qui est hyper galère et finalement on perd en rendement. Alors en plus l'attraction elle bug souvent donc ça n'arrange rien, mais je ne comprends pas pourquoi ils n'ont pas cette volonté de gagner en rendement. Et bon, c'est une question de budget, hein, ça coûte plus cher d'avoir des trains en plus, d'avoir un quai en plus, c'est normal, ça coûte plus cher, mais à mon sens c'est une dépense nécessaire parce que derrière ça fait un retour public qui est très positif et puis surtout quand on veut avoir une capacité plus grande à l'avenir, c'est à dire quand on a donc 2 millions de personnes par an genre au parc Astérix et qu'on veut je sais pas dans 10 ans en avoir 3 millions, je sais pas c'est quoi leurs objectifs, et il faudra avoir la capacité pour ça parce que les gens oui vont peut-être se déplacer à 3 millions mais quand ils feront 2 heures de queue tous les jours parce qu'en fait finalement il n'y a plus de journée basse parce que les capacités sont trop faibles, et à ce moment-là, ils sont dans la merde. Et quand je vois Toutatis, je me dis, ça va vraiment pas être cool pour ça. Même si le rendement en lui-même est pas si mauvais, 1200 personnes par heure, ce qui est dommage, c'est de ne pas pousser ça assez loin pour avoir un bon retour visiteur, surtout qu'aujourd'hui, on fait quand même de super systèmes pour gagner en rendement. Mais bon, je vais pas m'étaler plus sur Astérix, il y aurait beaucoup d'autres choses à dire au niveau du rendement, du bien et du mauvais. Voilà, c'est pas juste pour les critiquer, c'est vraiment juste pour vous expliquer pourquoi ils pourraient faire mieux, et surtout au niveau de la conception, parce que leurs équipes, à un moment donné, étaient vraiment excellentes. Et puis alors après, je vous rassure, c'est loin d'être les pires. Ils sont très très loin d'être les pires. Là, c'est juste un exemple que je vous donne parce que je le connais bien. On a donc parlé d'un bon, parlons d'un très mauvais. Je suis désolé, je vais être obligé de taper une nouvelle fois sur Walligator Grand Est, malheureusement. En fait, il faut savoir, je vais parler que d'un seul exemple, The Monster. Bon, outre le fait qu'il n'y ait que 2 trains sur le parcours et qu'il ne tourne quasiment jamais à 2 trains,
Dites-moi dans les commentaires si vous le voyez tourner à 2 trains. Moi dans mes souvenirs, déjà quand je suis allé, il tournait qu'un seul train, le deuxième était même pas peint aux nouvelles couleurs. Je crois que depuis ils l'ont fait. En gros, ça coûte tellement cher de sortir un train que là pour le coup, ils n'en sortent qu'un seul. Des fois même pendant toute l'année, enfin en tout cas dans mes souvenirs. Voilà, je vais quand même pas affirmer ça, parce qu'on sait jamais. Mais voilà, généralement il n'y a qu'un train, confirmez-moi ça en commentaire. Et en fait, il s'avère que déjà ils sont 3 sur le quai, je crois, et bon, le quai est en plein cagnard, etc. Donc c'est pas des super conditions pour travailler. Et je sais que les employés sont cool, relax. Ils courent pas partout, etc. Je dis pas que c'est de leur faute, c'est aussi un management, c'est aussi une directive à avoir, c'est-à-dire que les dirigeants devraient dire, ou les chefs d'équipe, faut aller un peu plus vite, faut faire ça, etc. Bref, si c'est nécessaire évidemment. Et donc, déjà c'est une première chose qui me pose un peu problème. Mais à la limite, ok, d'accord, ils prennent leur temps, très bien, chill, on va pas leur demander de taper un sprint à chaque arrivée de train. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Alors pourquoi on tourne qu'un seul train déjà? Parce que tourner à 2 trains, là on gagnerait carrément en rendement. Donc là, il n'y a pas de pourquoi pas. Il y a juste 2, c'est pas normal. Ensuite, toujours dans le même registre, mais là on va monter un peu en échelle. En gros, comprenez, quand on arrive sur donc, The Monster, on arrive sur une plateforme, enfin c'est dégueulasse, il n'y a aucune gare, de toute façon, c'est dégueu. Mais à la limite, ok, pourquoi pas, c'est un style. Et on a donc une plaque en métal, très bien, et sur laquelle on devrait pouvoir donc arriver, se mettre devant les barrières, pendant que le train fait son tour, s'il est unique, on attend bien longtemps, on se met devant les barrières s'ouvrent, on rentre dans le train. Sauf que non. Parce que à Walligator, en fait, en gros, on est retenu avant le quai, avant même les premières barrières. Et en gros, je vous explique, vous avez donc le quai avec le train, vous avez des barrières qui s'ouvrent et se ferment quand on a besoin de faire entrer les gens. Et encore en amont, vous avez une autre barrière qui là libère ou non la file d'attente dans en fait l'aire d'attente juste avant le prochain train. Je me suis toujours demandé pourquoi les gens qui dirigent ce parc ne font pas rentrer les gens devant les barrières, ce qui fait que quand le train il arrive, sachant qu'il est tout seul encore une fois, il faut attendre que le train s'arrête, que les gens descendent tous de la plateforme. À ce moment-là, on ouvre les barrières et on fait rentrer les gens petit à petit depuis la file d'attente. Et il n'y a pas en fait, si on était directement derrière les barrières, on gagnerait un temps fou parce que dès que ça s'ouvre, boum, on peut y aller. Et alors pourquoi on peut pas y aller comme ça? Pourquoi ils le font pas? Je me suis dit, c'est pas possible, ils cherchent à se faire taper dessus. Eh bien non. Il y a ce qu'on appelle des organismes de sécurité qui ouvrent ou non les attractions et qui font évoluer en fait, les règles. Et on a par exemple une règle qui est qu'en fait, il faut que les barrières avant un coaster, on puisse pas passer en dessous. Parce que oui, imaginez, il y a un enfant, il passe sous les barrières, au moment où le train arrive en gare, boum, il le percute, c'est un accident, c'est quelque chose qu'on ne veut pas. Donc, qu'est-ce qu'ont fait tous les parcs en France? Ils ont donc rabaissé cette porte qui s'ouvre et qui se ferme pour éviter qu'un enfant passe en dessous. À Walligator, ils ne l'ont pas fait. Ce qui fait qu'on perd en rendement considérablement. C'est-à-dire que des fois, il y a peut-être un train qui part toutes les 4-5 minutes. Ce qui fait un rendement de vraiment ridicule où on a des quelques centaines de personnes par heure sur une machine qui à la base en fait beaucoup plus. Donc déjà, ça c'est inacceptable. C'est juste inacceptable pour un parc. Surtout pour la machine phare. Je dis pas quand il y a personne, limite c'est pas grave, et encore, ne pas faire rentrer les gens juste devant le quai, c'est déjà complètement dingue en termes d'amateurisme. Mais bref, à ce moment-là, je me suis dit, bon, ok, l'organisme de sécurité est passé, n'a pas autorisé l'ouverture, ils n'ont pas fait d'efforts, ils n'ont pas changé les barrières, mais ça coûte cher de changer les barrières. Enfin, j'ai été bête de penser ça, parce qu'ensuite j'ai été à Frépertuis. L'année dernière, du coup, j'étais à Frépertuis. Et à Frépertuis, il y a une attraction pareille qui a les mêmes barrières qui sont que en hauteur, et en fait, en dessous, il n'y a rien. Et enfin, il n'y avait rien. Et en fait, eux, pour pallier à ce problème, qui était qu'il fallait changer donc, les barrières, ce qui coûte une blinde, ça je veux bien l'entendre, et ben en fait, ils ont pris 2 planches de bois et 4 fixations en métal par barrière, et donc ils ont fixé les planches de bois avec ces fixations en métal. Voilà. C'est tout. Donc ça a coûté quelques planches de bois, quelques fixations en métal. Je pense que tout est pour tout. S'il y en a pour 100 €, allez, 150, c'est déjà énorme. Voilà, c'est ce que je pense. Donc, Walligator n'est pas capable de faire ça. Donc, je suis encore désolé de devoir taper sur ce parc, mais c'est pour vous montrer un peu l'absurdité jusqu'où on va en fait dans la connerie. Walligator n'est pas capable de mettre ça en place, en tout cas n'a pas la volonté de le faire. Et moi ça me pose un grave problème parce que, encore une fois, c'est un manque de respect considérable envers les visiteurs. Ça c'est impossible. Dites-moi s'ils l'ont fait depuis, je n'ai pas eu de retour là-dessus, parce que évidemment je ne suis pas retourné depuis ma première visite, mais c'est inacceptable. Juste ce simple truc-là est inacceptable à mon sens, parce que c'est quelque chose qui fait considérablement perdre en rendement, et qu'au final on se retrouve avec des trains qui partent toutes les 4 minutes des fois. Enfin, c'est impensable sur un tel coaster. Et donc déjà quand la journée n'est pas très pleine c'est impensable, mais alors quand on a Halloween avec 3h30 d'attente, mais juste c'est de l'amateurisme, mais de l'amateurisme pur et dur. Mais bon, on a donc vu un
bon élève dans l'ensemble le parc Astérix, qui pourrait faire de bons efforts, surtout sur les investissements, en termes d'infrastructure. On a vu un très mauvais élève, Alligator, malheureusement, en tout cas sur le cadre du The Monster, enfin de The Monster. Et on va voir quand même de bons élèves, donc Fantasyland, je vous l'ai dit, sur Fly par exemple, il y a des casiers, il y a 2 zones d'embarquement, sur le quai, il y a 4 chemins possibles, où il y a donc les gens tout seuls, les gens qui vont aller devant, les gens qui vont aller sur le reste, qui vont être dispatchés, etc. Pour le coup, c'est super bien fait, c'est vraiment bien pensé. Bon, la gare est récente et de toute manière, Fantasyland fout le prix dans les installations pour avoir un bon rendement. Hein. On voit Colorado Adventure, je crois que c'est 2300 personnes par heure. C'est le type d'attraction qui veut ça. C'est un Mint Train et ça, par exemple, c'est un rendement de fou alors qu'il n'y a qu'une seule gare, mais c'est tellement. La capacité des trains est énorme. Il y a plein de trains sur le parcours parce qu'il y a 3 lifts, je crois, donc 3 montées, ce qui fait qu'on peut faire évoluer plus de trains sur le parcours parce qu'on a plus de zones où les trains vont pas se rentrer dedans. Enfin bref, c'est vraiment assez fou comme capacité. Mais donc on a un très bon élève sur Fantasyland et puis il place les gens, enfin il y a toujours suffisamment d'employés, même plus qu'il n'en faut parfois. Donc super. Et puis on a pour moi le meilleur élève en Europe, on en a parlé tout à l'heure, hein, Europa Park, qui est selon moi le plus fou de tous parce que déjà ces attractions sont pour la plupart, pour les plus grosses, bien pensées en termes de quais, ne serait-ce que des casiers automatiques, des doubles gares ou des gares évolutives, donc on peut passer d'une simple gare à une double gare, enfin, c'est vraiment super bien pensé. Les employés sont au taquet, donc les attractions ont vraiment des rendements de fou. Alors après, il faut se méfier un peu parce que les rendements théoriques annoncés sont des rendements des fois bien supérieurs à ce qui est physiquement possible. Donc c'est vrai que quand on va sur le site d'Europa Park, on trouve les vrais rendements théoriques qui sont un peu plus raisonnables et pour le coup très très bons encore. Donc non, pour Europa Park, il n'y a rien à dire. Ils ont tellement d'attractions, tout ça est très bien géré. Et c'est la différence, encore une fois, avec le parc Astérix, qui est juste un bon élève et pas excellent, c'est qu'en fait, oui, les attractions ont quasiment le même rendement à peu près, mais en termes de rendement théorique, mais en termes de réalité sur place, avec les sacs où c'est la merde, avec les gens qui savent pas comment bien s'installer, etc. Forcément, on perd en rendement. Alors qu'Europa Park, il n'y a pas du tout ce problème. Les gens, c'est carré, ils savent où aller, à quel moment. Enfin, c'est vraiment d'une rigueur folle et c'est un pur plaisir dans ce parc-là parce qu'au final, on gagne du temps. Mais on va parler d'un dernier élève qui est, selon moi, bon, vous le savez, c'est un parc que j'aime beaucoup et qui s'inspire d'ailleurs énormément d'Europa Park. Vous vous en doutez sûrement, c'est donc Nigloland. Et alors eux, pourquoi je les mets en très très bon élève? Parce que devant mes yeux, à moi, ils ont réussi à passer outre le rendement théorique d'une attraction. C'est-à-dire qu'ils ont quasiment réussi à faire plus que ce qui était indiqué au maximum par la montagne russe. Donc c'était sur Alpina Blitz. Alpina Blitz qui, je crois, a un rendement de 800 personnes par heure. Je ne sais plus les chiffres, je n'ai pas envie de dire de conneries, mais on va dire que c'est à peu près ça. Et quand on y était à Halloween, ils avaient genre 850-900. C'est un peu plus quoi. C'est pas non plus démentiel, hein. Ils sont pas montés à 2000 personnes par heure sur l'attraction parce que physiquement c'est pas possible. Mais ils ont quand même réussi à aller tellement vite que les trains, mais ils les envoyaient tellement rapidement, toujours en respectant les sécurités, je vous rassure, hein, des systèmes partout qui empêchent de faire partir un train trop tôt, c'est évident, mais tellement au bon moment à chaque fois qu'à la fin ça fait gagner du temps. Et en fait ça s'explique par plein de raisons. Déjà on a une file d'attente dans la gare où on a des écrans qui nous expliquent comment bien se placer. On a des casiers où on met directement notre sac. On a un compteur, donc un tourniquet, avec un compteur de personnes, on voit le nombre de personnes pour le prochain train qui reste. Et tout ça mis bout à bout, si les gens respectent, c'est-à-dire que si les gens quand il reste 3 personnes, ils avancent, machin, etc. Et au final on se retrouve devant le quai à donc aller vite dans l'attraction. Il y a une autre astuce, c'est que là c'est plus vrai quand il y a moins de trains. En fait, quand il y a un seul train, il y a un seul opérateur. Quand il y a 2 trains, il y a 2 opérateurs, voire 3 je crois, quand il y a beaucoup de monde, histoire encore une fois de gagner en rendement, donc déjà c'est très bien pensé. Mais surtout, pour quand la personne est seule, il y a une passerelle qui sort devant le train, et ça c'est quasiment unique à Niglo, j'ai rarement vu ça, enfin j'ai jamais vu ça ailleurs, peut-être qu'il y a d'autres parcs qui l'ont, dites-moi en commentaire, mais en tout cas, dans mes souvenirs, il n'y a que Niglo qui l'a, cette petite particularité de la passerelle qui sort dans l'attraction, ce qui permet à un seul opérateur de faire le tour, et donc d'être plus efficace que en fait, de faire gagner en rendement, et surtout d'éviter d'avoir 2 opérateurs, ce qui coûte plus cher, donc c'est une manière de gagner de l'argent, mais intelligemment, en pensant une infrastructure en avance. C'est-à-dire que, et oui, évidemment, cette passerelle coûte un peu d'argent. En plus, elle doit être entretenue, elle doit être vérifiée parce qu'elle passe au-dessus du quai. Donc forcément, faut la vérifier par un organisme de sécurité, pas que le train rentre dedans, etc. Mais à côté de ça, ils y arrivent. Et même s'il y a cet investissement-là, ils y gagnent sur les salaires des employés parce qu'évidemment, un employé au lieu de 2, juste parce que on peut pas le faire le tour, ça fait déjà économiser énormément d'argent. Et ceux qui en commentaire me diront oui, mais je connais des parcs qui fonctionnent à un seul employé pour faire les 2 rangées, mais ils passent sur le train ou ils passent sur le rail, c'est illégal, c'est interdit. On n'a pas le droit de passer sur un train, on n'a pas le droit de passer sur un rail, c'est hyper dangereux, il se passe le moindre truc, le technicien il passe à travers, il peut se retrouver écrasé par le train. Non, hein, c'est clairement pas à faire. Je l'ai vu moi-même sur Decimal Race
à Mirabilandia, c'était une honte. Pour éviter ça, pour la sécurité des employés et en plus pour augmenter le rendement, etc. Et tout simplement bien penser la machine. À Halloween à Nigloland, on avait 850 personnes par heure sur Alpina Blitz. À Astérix, on avait 960 sur Osiris, ce qui est que 100 personnes par heure d'écart. Et c'est là qu'on se dit, ok, il y en a un en fait, il est en dessous de sa capacité largement, alors que c'est un gros parc, et un autre, c'est un parc moyen quand même, hein, qui commence à être bien, hein, Niglo, mais en termes de taille et de visiteurs annuels. Mais à côté de ça, ils font un rendement de 800-850 personnes par heure. Alors on va encore dire, oui, j'aime beaucoup Niglo, ce qui est vrai, hein, c'est un parc que j'apprécie énormément. À juste titre, parce qu'il m'a vraiment plu dans le bon sens du terme. Il y a des défauts comme dans tous les parcs, mais qui à mon sens sont des défauts minimes, des trucs ridicules. Et quand comme moi vous avez fait tous les parcs du Nord, enfin beaucoup de parcs dans le Nord qui sont très bien gérés comme ça, et qu'ensuite vous allez commencer à taper les parcs du Sud, genre en Italie, vous allez vous rendre compte que le rendement c'est pas ça. Et là ça fait peur. Et là on se dit ah ouais, franchement le respect du visiteur, parce que pour moi c'est directement le respect du visiteur. Un rendement mauvais, c'est un mauvais respect envers les visiteurs. Et forcément voilà, moi c'est quelque chose qui me tient à cœur, le rendement. Mais on peut voir que ça a une importance, c'est assez complexe, on croirait que c'est pas palpable en fait, parce que oui on a des chiffres théoriques mais dans la réalité ça change, puis finalement on a une attraction qui a une grosse capacité mais des infrastructures qui suivent pas derrière ou inversement, donc ça peut aller d'un extrême à l'autre, donc vraiment ça a une importance, et s'il y a des parcs qui passent par là, privilégiez le rendement s'il vous plaît, c'est hyper important. C'est la base dans un parc, c'est ce qu'on demande au minimum. Et tout simplement, c'est ce qui va nous faire passer une bonne journée. Dernier petit exemple qui vient à l'esprit et qui est encore une fois sur Nigloland, mais vous allez voir que c'était bien pensé. Je crois que Spatial Experience a ouvert en 1998. Et à l'époque, il y avait 2 trains, comme aujourd'hui. Sauf que le coaster est fait pour circuler à 3 trains. Alors, le parc n'a jamais trouvé l'utilité d'acheter un nouveau train. Évidemment, aujourd'hui, quand on voit l'offre, il n'y a pas besoin, il n'y a pas non plus des temps d'attente de fou qui montent sur cette attraction. Puis un train, ça vaut cher, encore une fois. Mais en fait, à la base, le coaster a été pensé pour accueillir un train de plus. C'est fou quand même de se dire que de base ils avaient pensé à ce système là, d'avoir un train en plus. Donc si demain ils veulent acheter un nouveau train pour augmenter le rendement parce que je sais pas, ils explosent et qu'ils ont une fréquentation de dingue, c'est possible. Et ça c'est extrêmement bon, extrêmement bien joué de leur part. J'insiste, il faut un bon rendement. Voilà, à bon entendeur. Ceci étant dit, je vous remercie d'avoir suivi la vidéo jusqu'au bout. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, soit en EDB World, soit une vidéo dans un parc. D'ici là, soyez enthousiastes. Salut!